Alors, on a réfléchi sur les forces, les faiblesses, et puis les perspectives et quelques recommandations par rapport à ça. Alors, nul n'est censé ignorer que maintenant, il convient pour une meilleure appropriation donc, des projets et puis de la question climatique de travailler en synergie. Puisque l'État à lui seul ne peut pas tout faire, les PTF à eux seuls ne peuvent pas tout faire, et puis cette coordination et cette coopération-là est plus que nécessaire et actuelle. Alors, on a réfléchi sur les forces donc de ça. Alors, pour les forces, on constate qu'il y a déjà un cadre légal et politique qui existe déjà pour la coopération. L'État est assez ouvert pour travailler en synergie avec les OSC, avec les PTF. Donc, la synergie, il est évident donc que de cette synergie-là sortira donc une réussite des actions portées. Alors, l'État du niveau central ne peut pas déployer des actions qui peuvent avoir de l'impact si les communautés, les PTF et les OSC ne sont pas associés, puisque les OSC travaillent de manière directe avec les communautés. Et souvent, donc, cette synergie donc, est porteur donc, de fruits. C'est pour cela, donc, comme force, nous avons analysé donc, qu'il y aurait un meilleur impact des projets et une appropriation communautaire, un excellent suivi, puisque c'est les communautés à la base qui peuvent, donc, après que l'État a déployé donc, des moyens, qui peuvent donc faire le suivi et puis tout. Et puis aussi par rapport donc, à la sensibilisation. Mais l'élément fort, le maillon fort ici de cette coordination reste donc les communautés, puisque c'est elles qui sont qui portent les projets et qui aussi subissent aussi en tout cas les actions. Alors comme autre force aussi, on a le respect des conventions et engagements pris à l'échelle internationale. Donc ce serait bien que les PTF ou bien les OSC soient toujours là pour rappeler à l'État qu'il faudrait travailler par rapport donc au respect des engagements, qu'il faudrait donc suivre voilà. Alors, comme faiblesse, nous avons identifié la non-prise en compte de la justice climatique dans les politiques publiques. Je pense que Mme Anna l'avait un peu briefé tantôt lors de son intervention, que même les dernières présentations faites hier sur la CDN, sur la SNEC, c'est ça, non, la SNEC, n'ont pas jusqu'ici pris en compte cette dimension, cet aspect climat. La dimension du changement climatique n'est pas inclue dans les politiques. Et par conséquent, si cela n'est pas fait, ce serait donc, ça agirait en tout cas sur la prise en compte de la dimension genre aussi dans nos politiques publiques. Il y a aussi la non-implication aussi des OSC quelquefois, qui pose aussi souci. Je pense que ça, nous l'avons tous souligné. L'absence et la non-appropriation par les communautés. Ça pose problème. Je vais vous donner un exemple par rapport au projet de la Grande Muraille Verte, qui depuis 10 ans a connu un échec depuis le temps de Wade jusqu'ici. Je suivais tout récemment un reportage sur TV5 Afrique lors de la période de la COP26. Et ce qui était dit, c'est que les Américains jusqu'ici n'ont jamais été au courant donc, de ce projet-là, et pourtant c'était un grand projet. Et c'est ce qui justifie tout l'échec de cette politique-là, voilà, actuellement. Absence et non prise en compte, et c'est ce qui fait qu'il y a nécessairement donc une limite de la portée donc des actions. Et l'absence aussi de suivi des actions, puisque quand les communautés ne sont pas impliquées, à beau faire dans une localité, si les communautés ne sont pas impliquées, ils ne seront jamais impliqués, ils ne seront jamais intéressés, et puis ça retomberait donc en échec. Alors, les enjeux de la coopération, les axes principaux, on a dit que ce serait bien qu'il y ait un renforcement de la coopération nationale, mais régionale, sous-régionale et continentale africaine. Ensemble, on dit seul on part, mais ensemble on part beaucoup loin. Alors je pense que c'est ce qui nous manque. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'OSC au niveau local, beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements sociaux qui travaillent non seulement au Sénégal sur les questions de changement climatique, mais qui sont disséminés un peu partout, éparpillés et non
coordonnée, non connectée. Et ça pose aussi une faiblesse et une redondance dans les actions et puis tout. Et ces défauts de coordination-là diminuent aussi l'impact. Mais si ça pouvait transcender aussi l'espace national pour aller au niveau national, au niveau régional, sous-régional et continental, pour poser beaucoup plus de poids aussi, ce serait aussi bien pour que tout ce que nous devons avoir comme retombées dans les politiques nationales concernant les questions de justice climatique, que l'Africain aussi, ou bien le continent africain, puisse vraiment en juger. Alors, l'expertise aussi des jeunes et des femmes, c'est important. Aujourd'hui, il est démontré qu'il conviendrait nécessairement que cette problématique-là de la justice climatique, que la conscience en tout cas soit de mise du côté des jeunes, du côté des femmes, du côté des enfants. C'est important puisque c'est eux aussi qui doivent dans l'avenir aussi porter ces problématiques-là pour plus d'impact. Donc il faudrait voilà, que l'on mise sur l'expertise des jeunes et des femmes. Le Sénégal aussi compte des ingénieurs en justice environnementale. De plus en plus, les questions de justice environnementale sont d'actualité. Et je pense qu'on ne manque pas d'ingénieurs, qu'on ne manque pas de spécialistes, mais le défaut, c'est un déficit de technologie pour parler, par exemple, des prévisions face aux nouveaux projets à fort impact environnemental. Vous voyez, ce qui excite actuellement l'actualité, c'est la production du gaz, l'exploitation des hydrocarbures au Sénégal. Mais jusqu'ici, on entend peu, en tout cas. On entend peu des ingénieurs qui peuvent en parler pour donner des prévisions. On parle juste des recettes ou bien des retombées économiques, mais est-ce qu'on parle réellement des retombées environnementales? On n'en parle pas et on a besoin de ça pour être éclairé et pour éclairer aussi la lanterne des communautés. Alors, l'implantation voilà, des usines et autres. Maintenant, pour les perspectives, on a comme perspective proposée de former plus de techniciens dans ce sens et mieux impliquer aussi les OSC, les jeunes, les femmes, les enfants, en commençant aussi par la base, en décentralisant aussi les actions vers les zones rurales. Tout est concentré sur Dakar, mais dans le Sénégal de l'intérieur, on devrait en tout cas leur donner plus de poids et plus de possibilités en tout cas de jouir de ces actions-là. Renforcer aussi les cadres de concertation qui existent déjà. Impliquer fortement les collectivités territoriales, c'est important, et prendre en compte aussi des solutions endogènes. Participer les communautés dans l'élaboration des politiques publiques parce que c'est important. Moi, je me rappelle qu'au sein de AJE, l'Action pour la justice environnementale, on a beaucoup lutté par rapport à ce point-là qui semble faire défaut. L'implication des communautés, c'est important. Et je pense qu'il y a toute une panoplie donc, de textes, de lois, de réglementations qui dictent en tout cas la conduite à tenir par rapport à la participation communautaire. Mais jusqu'ici, ça fait défaut, que tout est centralisé et les communautés sont mises en marque par rapport donc, à toutes ces questions. Renforcer aussi l'éducation environnementale au niveau des établissements scolaires. On voit qu'il y a beaucoup de pas qui sont faits, mais aussi les renforcer aussi, ce serait mieux. Faciliter l'accès et alléger les conditionnalités d'accès au fonds vert climat. Je pense que ça, c'est une revendication phare qui jusqu'ici, en tout cas, est portée par les OSC, les femmes et puis tout, voilà, par rapport donc au changement climatique, qui, on ne cessera jamais de le dire, touche plus les femmes, en tout cas que les hommes, puisque c'est une couche vulnérable de la société. Et manifester aussi plus de volonté politique de la part de l'État. Ah là, j'aimerais vraiment jeter un petit caillou. Je ne sais pas si les représentants de l'État sont là, mais bon, c'est pas pour dire que nous, on tape tout le temps. Il y a deux casquettes aussi. Oui. C'est la continuité. Ah oui, d'accord. Alors, oui, c'est pas pour Ça, c'est un rapport de groupe. D'accord, on n'est Pas pas... son rapport à elle. On n'est pas contre l'État. De toute façon, on n'a aucun intérêt à être contre l'État puisque le Sénégal nous appartient tous. Vous voyez? D'accord. Alors, la volonté politique de l'État, c'est que là, j'aimerais vraiment en profiter aussi pour faire un plaidoyer puisqu'on en a largement discuté hier entre nous. C'est que cette volonté politique, on sent que ça fait un peu défaillance. Puisque quand on parle d'enjeux du changement climatique,
quand on voit tout ce qui se passe ici, dans la zone littorale, avec les constructions anarchiques, avec le déplacement des filaos, avec tout ce qui se passe, on se demande, mais est-ce que l'État carrément est quelquefois en ligne droite dans ses votes par rapport aux revendications, par rapport aux aspirations du changement climatique qui sont en train, en tout cas, de secouer notre pays? Ça fait vraiment peur. Et là, j'aimerais vraiment interpeller l'État par rapport à ça. On ne peut pas venir quand même aller à l'extérieur pour dire que non, aidez-nous à vaincre le changement climatique et que dans notre pays aussi, qu'il y ait aussi des choses qui se passent et qui en fin de compte, nous obligent à nous poser des questions par rapport à la volonté de l'État dans ce pays-là. Donc moi, je pense que la volonté politique reste et doit être renforcée et doit être mise donc, en vigueur. Alors, merci beaucoup. Donc, c'était, voilà, je pense que j'ai été fidèle. Merci. Allez-y. Merci. Merci. Par rapport aux jeunes, parce qu'on avait beaucoup discuté au changement climatique. Il y a l'éducation en général. Et si c'est vraiment, il y a des enfants dans les curricula, le problème du changement climatique. Ensuite, insister aussi. Oui, je suis là, je suis là avec vous. C'est ma patronne là. L'anarchie qu'elle a évoquée, les rats de marée, etc. Pourquoi? Parce que en aval, on a construit. En avant, on a construit. En aval, il y a des rats de marée. A bien rendu compte du coup. Peut-être que je pourrais ajouter la notion de justice climatique. C'est vrai que si les conséquences de la justice climatique pour les femmes et les filles, il faut d'abord constater que la justice climatique se trouve au préambule de l'accord de Paris. Il faudrait quand même qu'on puisse institutionnaliser la justice climatique qu'elle soit applicable. Ce n'est pas des revendications, mais il faudrait quand même qu'on se batte pour que cette justice climatique puisse être vraiment institutionnalisée. Alors, elle a parlé de l'élément essentiel. On parle de coopération entre le partenaire OSCE. Nous avons beaucoup insisté sur le fait qu'il nous faut une Afrique forte. Il faudrait que les États africains puissent vraiment être ensemble pour pouvoir aller vers surtout l'élément essentiel, c'est le corps. Malheureusement, l'Afrique n'est pas tellement bien forte par rapport à ces instances. Donc, nous avons demandé, il y a une coopération d'abord avec les partenaires, des coopérations avec les ICE, mais il faudrait quand même qu'on ait une coopération inter-État. Là où l'Union européenne prend des décisions, le CDE et tout, mais il faudrait, on a insisté sur le fait qu'on parle de coopération. Il faudrait quand même que l'Afrique soit assez forte pour pouvoir défendre les intérêts de toute l'Afrique. Tout à fait. Et maintenant aussi, il y a un autre élément. On parle de l'Afrique qui peut-être va émettre 3 à 4% en matière de gaz à effet de serre, mais qui est le plus impacté par rapport au phénomène climatique. Et dans ces impacts, on a constaté que 70% c'est les femmes. Donc il faut insister sur le fait qu'ils nous comprennent en compte la dimension femme, surtout par exemple dans le cadre de la pêche. On n'a pas, même hier, on n'a pas beaucoup parlé des impacts de la pêche. La pêche est dangereusement menacée. Aujourd'hui, si on n'est même pas en dehors du fait qu'on va démarrer les activités de production de gaz et de pétrole, qui vont avoir un impact très important sur la pêche. Aujourd'hui, on parle de l'acidification des océans et qui a créé la rareté des espèces, alors que la plupart, on sait que le Sénégal a 700 mètres de côte, il y a plus de 600 000 acteurs dans le cadre de la pêche, et la plupart des femmes qui sont les femmes transformatrices des produits halieutiques sont dangereusement menacées. C'est pourquoi là, il faudrait vraiment qu'on prenne compte de ces problématiques pour que l'on puisse vraiment être en synergie, bien en asymétrie par rapport à tout ce qui va changer, parce qu'on sait très bien que le Sénégal a une CNR, mais
si on va démarrer encore le pétrole et le gaz, on va augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Nous allons augmenter la pollution au niveau de la mer, parce que vous avez vu les questions qu'on a fait pour voir, parce qu'on va créer des îles artificielles. Et ces îles artificielles, c'est les usines de traitement des gaz, mais ça va avoir un impact très important sur la pêche. Ça va réduire les espaces de pêche, mais aussi ça va réduire les espaces qui sont importants pour la pêche. Donc vraiment c'est ça aussi, c'est quelque chose qu'on va tenir compte pour que l'on puisse vraiment aller vers un développement qui va vers de notre propre développement. Question d'humain et du depuis tout à l'heure, une mobilisation forte impliquant les citoyens, les entreprises et les gouvernements. Donc ne prenez pas ça en termes de dualité quelque part, mais en termes de synergie pour être ensemble. Ça, il nous faudra le comprendre. Comprenez un peu l'heure, parce qu'on va revenir sur tout ceci. On va revenir tout à l'heure, on va revenir à la GV. Je sais que ce sera très intéressant. On va revenir, parce qu'on va faire la conjonction de tout ceci. Mais vous me permettrez, aujourd'hui on a un invité de marque. Vous me permettrez de le présenter. Normalement, la coordinatrice devait le présenter, M. Paris de Pacha. Vraiment, je te laisse les invités de marque. Non, Penda aurait pu présenter M. Barry, Mamadou Barry, donc, qui est le président de la plateforme Pacha. M. Gueye en a parlé tout à l'heure. Donc, et hier, on a parlé aussi de Pacha dans ma présentation. C'est là où je disais que Femnet et Pacha ont des relations anciennes et très solides. Donc sur beaucoup de questions. C'est pourquoi on a insisté pour que Pacha soit là. L'autre aspect, c'est que Pacha, c'est le bailleur principal. Parce que c'est Pacha qui a demandé le financement au ministère néerlandais des Affaires étrangères du projet AAJC. Donc c'est ça l'importance de Pacha. Et en même temps, M. Barry est responsable de Pacha, président de la plateforme Pacha Sénégal, et en même temps responsable de ASI. Donc, il y a une autre composante, organisation composante du projet AAJC. Donc, qui nous appuie beaucoup, qui nous appuie beaucoup, parce que lui, pratiquement, je crois qu'il a fait presque toutes les COP. Et il a même déjà commencé la COP 27, donc, parce qu'il est rentré tout récemment d'Égypte. Donc, il a commencé les négociations, donc pour vous dire comment il est ancré sur ces questions de climat et de justice climatique. En tout cas, nous, c'est notre référence et nous suivons sa voie. Tout à fait. Merci beaucoup, Mme Lacoste. M. Barry, à chaque également. Je vais d'abord commencer par présenter toutes mes excuses d'avoir manqué le premier jour hier. Comme vous venez de le dire, je suis rentré de Caire et je suis tombé carrément malade. Et le médecin m'a demandé de me reposer parce que j'ai accumulé quand même beaucoup de fatigue. Et du coup, franchement, je devais être là hier avec vous. Alors, ça n'a pas été possible. Mais aujourd'hui, j'ai dit non, ça je vais véritablement faire tout pour être là avec vous. Parce que, d'abord, au-delà que nous soyons tous des partenaires dans le cadre justement de ce consortium, j'ai quand même. Je suis suivi par deux personnalités, par deux femmes. Et ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est Mme Diouf et Sali. Très sincèrement, c'est des femmes qui m'ont marqué par leur engagement depuis toujours. C'est pourquoi à chaque fois où j'ai eu l'occasion d'interagir avec elles, c'est un honneur pour moi. Véritablement. Et donc, ça a été un grand plaisir encore de nous retrouver tous au sein de ce consortium. Et nous y sommes avec d'autres organisations comme la Justice et qui également à sa tête des femmes, une femme extrêmement dynamique, je pense que je l'ai aperçue, elle est là à côté, Sorna aussi, mais également Iwaïsi. Monsieur le caméraman, c'est vous qui m'empêchez de pointer. Récemment, on a été ensemble, tous, hein, on a voyagé les trois. Ensuite, je ne suis plus à l'aéroport d'Addis, Sali. Cette fois-ci, de la ou pas. Je ne suis plus seul à l'aéroport d'Addis. C'est pour dire que cet engagement que nos partenaires dégagent au niveau du Sénégal
impressionner le reste des autres pays. Dans le cadre de ce projet, je vous assure, le Sénégal est très important. Ce que nous sommes en train de faire là, en termes de réalisation d'activités, que ce soit Paksha, que ce soit Natural Justice, que ce soit Femnet et OIC, dans les autres pays, ça ne passe pas comme ça. Ils sont à la limite bloqués. Je connais des pays qui sont totalement bloqués et pourtant qui ont déjà reçu le financement. Et donc je pense que nous avons expérimenté déjà une co-organisation avec Natural Justice lorsqu'on préparait l'accord. Et j'avoue que pour moi, ça doit se poursuivre. Après cette activité, ce que je souhaite, c'est que les différents partenaires continuent à voir, dans certains cas, comment mutualiser les efforts pour véritablement tenir des événements de ce genre. Parce qu'il nous appartient aujourd'hui de vulgariser la justice climatique au niveau de tout le Sénégal. Asie vient de rentrer des questions, il a fait presque 3 à 4 jours à travers ce qu'on appelle l'Université des changements climatiques, qui a mobilisé pratiquement tous les jeunes du Sénégal. Je pense qu'en face, Ali était là-bas aussi. Donc, que je félicite au passage également pour son engagement. Et tous les membres de Paksha qui sont là, je suis très content. C'est vous dire que nous avons mis en place une plateforme extrêmement dynamique. Et avec Femnet, nous sommes absolument sûrs que nous irons trop loin. Donc, je ne vais pas trop vous briser la parole. Je voudrais tout simplement vous féliciter, Femnet, pour véritablement cet engagement, mais également pour cette activité telle qu'organisée. Et je vous assure, je suis confiant parce qu'à ma droite, quand je vois Mme Diouf, tel que je connais, et Sally est déjà à ma gauche, Mme la Présidente, je vous assure que nous irons vers les lendemains meilleurs. Donc voilà ce que je voulais dire et vous remercie tous. Et me permettez-moi de dire bonjour à Mme. Ça fait tout. Ça c'est autre chose. Mme Safiatou, je pense que je peux dire autant pour elle. Oui. Je peux dire autant pour elle. Voilà une dame véritablement qui ne cesse de nous impressionner. Oui. Et donc, on est resté un peu longtemps, madame, sans se voir. Oui, c'est vrai. Sincèrement. C'est parce que je suis extrêmement mobile. Mais je suis très content de vous retrouver ici. Et donc, voilà, merci. Et véritablement, je souhaite un franc succès à cette activité. Merci beaucoup. Merci. La présidente de RICOD Sénégal. Mais on est en train de bien comprendre, parce qu'au vu de la présentation de Natural Justice, on est vraiment en commencé. Vous avez dit quand elle a pris la parole, elle est là, l'initiative des elle est femmes, etc. Elle est dans beaucoup de casquettes et dans ces organisations. Et après ces présentations très intéressantes, et vous aurez l'occasion de réagir. Mais si Adama veut. Quand ils arrivent, ils ne préviennent pas. En cas d'urgence, quelle est la politique de l'État par rapport à une situation de catastrophe qui arrive au Sénégal ou autre? Est-ce que les organisations qui sont là sont en train d'y travailler? Nous, en tout cas, au niveau du plan international, nous avons un plan d'urgence que nous lions à tous nos programmes, que ce soit en situation de changement climatique, en situation d'éducation. Et j'aimerais quand même qu'on essaie quand même de garder ça en ligne de mire et de voir quelle est la stratégie, en tout cas, d'intervention en situation d'urgence par rapport à ces problématiques. Là, pourquoi je voulais te faire parler en dernier. Comment manier le genre? C'est quoi le genre? On a une spécialiste, Madame Salimata Ba, qui va tout à l'heure nous présenter les questions, la problématique du genre et l'intégration du genre. En fait, c'est ça pour compléter même la présentation hier faite par le ministère de la Femme. Mais ici, c'est une intervention très approfondie sur les questions climatiques. Madame Ba, juste après la pause, vous interviendrez bien, parce que la pause c'est à 11h et je vous prépare dans l'hôtel. On peut faire tout à l'heure, on peut faire tout de suite. Et ensuite, maintenant, au retour, alimenter notre discussion et alimenter le sens de notre organisation avant de mettre en place ce groupe de concertation autour de la justice climatique. Donc, Madame Ba, vous avez la parole. Okay. Et le ministère de l'Environnement pour la CDN, vous voyez les deux déficits de part et d'autre. L'un n'a pas pris en compte le climat, l'autre n'a pas pris en compte le genre. Donc c'est ça le constat général. Et pourtant,
il y a la Convention qui a pris des décisions par rapport à cette question du genre. Donc partout, dans tous les pays, on doit articuler le genre et le climat. Donc, ouais, ça, le ministère de la Femme devait faire ça. Et comme le ministère aussi de l'Environnement devait faire ça. Donc, parce que le pays a ratifié la Convention cadre des Nations Unies pour le climat. Donc, et cette convention fonctionne après les COP sur la base de décisions. Donc, c'est ça la loi. Quand on prend une décision, donc toutes les négociations que nous faisons dans les conventions, c'est pour aboutir à une décision. Une fois que la décision est prise, donc c'est force de loi. C'est même au-dessus de nos lois nationales. Donc on est obligé d'appliquer. Parce qu'on a ratifié. Et on est membre et on respecte ce qu'on a retenu comme décision. Parce que la décision n'est pas imposée. Les États négocient jusqu'à arrêter une décision. Donc pour le genre, il faut dire que depuis la COP 7, donc, qui était la COP de Marrakech en 2001, jusqu'à la COP 25, la COP de Chili, Madrid en 2019, la question du genre a beaucoup évolué. Donc, au niveau donc, je passe les contextes, etc. C'est trop long. Je vais aller. Je sais pas quel. Donc, je commence par. C'est vrai que ce n'était pas prévu, hein. Donc, je dis, dans le contexte des négociations internationales sur le climat, la reconnaissance de l'égalité femmes-hommes implique de renforcer la participation et la représentation des femmes, à la fois au niveau des instances de négociation, je dis bien des instances de négociation, mais aussi dans l'action climatique à tous les niveaux. Donc, c'est ça la règle au niveau de la Convention. Donc, à la COP 7 de Marrakech, les parties, quand je dis CDP, c'est un peu la COP, les parties, c'est la conférence de Paris. Donc, les parties mettent en avant la nécessité de parvenir à une représentation plus équilibrée des deux sexes au sein des organes créés en vertu de la Convention et du protocole de Kyoto. Et une décision avait été prise, c'était la décision 36 de la COP 7. Donc, quand ils disent au sein des organes, donc au niveau de la COP, il y a des organes de mise en œuvre et il y a les organes scientifiques. Je crois que c'est l'organe de mise en œuvre et la SBI, hein, et l'organe scientifique, ça s'appelle comment en français, les gens de la COP là. Anglais compris. Donc il y a les organes scientifiques et les organes de mise en œuvre. Donc on avait pris cette décision pour dire, même dans ces organes, l'égalité des sexes doit être respectée. Donc les gens qui sont dans ces organes, qui sont désignés dans ces organes, on devrait respecter les deux sexes. Donc ça devait être la parité en réalité. C'est ça. Déjà, il y avait une décision qui consacrait ça depuis 2001. Ensuite, à la COP 18 de Doha, en 2010, les parties décident du renforcement de la décision 36 de la COP 7. Précité, en adoptant pour objectif un équilibre entre hommes et femmes dans les organes créés en vertu de la Convention ou du protocole de Kyoto. Parce qu'il y a la Convention, mais il y a les protocoles. Donc, les protocoles, c'est des accords. Donc tu peux être membre de la Convention et ne pas être d'accord, par exemple, par rapport à un accord. On a vu le cas des États-Unis qui s'étaient retirés de l'accord de Paris, mais qui étaient restés membres de la Convention. Donc là, on avait dit, même pour les autres, dans les accords, on devait respecter la parité. Afin d'améliorer la participation des femmes et de bénéficier de leurs avis, pour que les politiques relatives au changement climatique soient plus efficaces et répondent sur la base de l'égalité aux besoins des femmes et des hommes. Donc c'est écrit noir sur blanc. À ce titre, le secrétariat est prié de tenir à jour et de communiquer annuellement à la CDP des informations sur la composition par sexe des organes créés en vertu de la Convention. Vous voyez comment ils sont précis par rapport aux questions de genre. À la COP 18, permet également
cette COP18 de Doha permet également la reconnaissance effective dans le programme de Doha sur l'article 6 de la Convention de l'égalité des sexes, comme une question intersectorielle à cet article. Enfin, la COP18 décide d'ajouter le thème de l'égalité des sexes, point permanent de l'ordre du jour des sessions de la CDP, ainsi que lors des sessions de l'organe de mise en œuvre. Ça veut dire qu'à chaque session, il y a une thématique sur le genre qui doit être abordée dans l'ordre du jour. À la COP 20 de Lima 2014, ça c'est, on parle toujours du plan d'action de Lima. À l'issue le programme de travail biennal de Lima relatif au genre est établi. C'est le premier plan d'action genre. Avec un premier bilan prévu à l'occasion à la COP 22 en 2016. Donc le plan d'action de Lima, c'est le plan d'action genre changement climatique qui a été adopté. La COP 20 incite également divers organes comme le Fonds vert climat, le FEM, donc les organes de financement, à renforcer l'intégration des questions de genre dans leurs activités. Vous ne pouvez pas avoir un financement au Fonds vert climat, ni au FEM, si vous n'avez pas les questions de genre, ne sont pas abordées dans votre projet, ne sont pas clarifiées dans le projet. Donc les gens, c'est vrai, ils courent partout pour mettre le genre, parce que chaque fois je reçois des gens qui me disent « Sally, on doit soumettre notre projet, mais le genre là, il faut que tu nous aides ». Et là, les gens inscrivent comme ça. À l'application, c'est autre chose. Mais au moins, pour que ça soit approuvé, la question du genre doit être à l'intérieur. Donc, mais là, le genre a beaucoup évolué à la COP 21. La COP 21, c'est la fameuse COP de Paris, avec l'accord de Paris. Et les gens disent, c'est parce qu'à la tête, il y avait une femme. Donc c'était le ministre de l'écologie, Madame Ségolène Royal, donc qui avait beaucoup influé sur ces questions de genre, compte tenu de sa sensibilité. Donc l'accord de Paris remplace la dénomination de genre par celle de l'égalité des sexes. Donc là, on n'est plus carrément dans le genre où on peut mettre beaucoup de confusion, mais on est, avec l'accord de Paris, on est arrivé à égalité des sexes. Donc la décision 1 CP21 inclut la thématique de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Donc c'était en 2015. En considérant que les parties devraient, lorsqu'elles prennent des mesures pour faire face à ces changements climatiques, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives à l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'équité entre les générations. Donc ça, c'est la COP21 qui a vraiment clarifié ces concepts. Donc l'article 7 de l'accord, donc concernant l'adaptation, il est reconnu que l'action pour l'adaptation devrait suivre une démarche sensible à l'égalité des sexes, participative et totalement transparente. Donc là, c'est clair. Enfin, l'article 11 indique que le renforcement des capacités devrait notamment représenter un processus efficace, itératif, participatif, transversal et sensible à l'égalité des sexes. Donc, ce n'est même pas toutes les actes, mais renforcement de capacités doit être aussi sensible. On doit intégrer cette question d'égalité des sexes. Donc, le programme renforcement de capacités, c'est un grand programme pour la Convention. Donc, la même année 2015, l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030 permet parallèlement de souligner l'importance des questions relatives au genre et à l'égalité des sexes à travers les 17 objectifs. Donc, l'objectif l'ODD 5, dédié à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, doit être articulé à l'ODD 17, lutte contre les changements climatiques et ses répercussions. Donc, vous voyez comment ils suivent, ils intègrent cette question, ils suivent cette question d'égalité des sexes et des genres. Donc, peut-être le décryptage que nous pouvons faire pour les résultats depuis la CDP 25, pour la CDP 25, les principaux enjeux des négociations. Parce que quand je faisais ce document, on était en train de préparer la COP 25. On n'était pas encore sur la COP 26 ni sur la COP 25. Donc la CDP 22 Marrakech 2016, l'évaluation du programme de Lima relatif au genre a donné lieu à un programme renforcé, prolongé de 3 ans, avec un nouvel examen prévu lors de la CDP 25. Donc, suite aux délibérations conduites sous l'égide de l'organisation de mise en œuvre 47, et conformément à la décision 21
CP22, la CDP 23 adopte une décision visant la mise en place d'un plan d'action en faveur de l'égalité des sexes, comme le prévoyait l'annexe du programme de travail de Lima avec la décision 18 CP20, donc qui visait la participation pleine, réelle et sur un pied d'égalité des femmes. La promotion des politiques climatiques favorisant l'égalité des sexes et l'intégration d'une perspective de genre. La représentation des femmes dans les aspects du processus de la Convention. L'implication des femmes dans la prise de décision concernant les politiques climatiques, le renforcement des politiques climatiques favorisant l'égalité. Donc vous voyez les principaux enjeux du plan d'action en faveur de l'égalité des sexes. Donc c'est beaucoup de décisions au niveau de la Convention afin d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action et déterminer les suites à y donner. La CDP demande au secrétariat d'établir un rapport de synthèse pour examen par l'organisation de l'organe de mise en œuvre en vue d'élaborer des recommandations à l'acte. Donc ça veut dire que c'est suivi. En tout cas au niveau de la Convention, je ne sais pas comment les États s'en sortent, mais ils doivent faire des communications, des rapports. Mais je ne sais pas comment, par rapport à cette question, ils arrivent à donner des éléments justificatifs. Parce que dans notre pays, au niveau du pays, il faut qu'on le constate, les gens ne respectent pas les décisions de la Convention. Et je me demande, malheureusement, l'autre n'est pas là, Dibo, pour pouvoir peut-être nous éclairer. Moi, je garde ma casquette pour pouvoir nous éclairer sur cette question. Donc, lors de la conférence de Chili-Madrid, l'objectif principal était donc d'examiner le programme de Lima, de travail de Lima et son plan d'action, et de convenir d'un programme de travail renforcé sur 5 ans, en se basant notamment sur un rapport du secrétariat faisant état des domaines se prêtant à des améliorations. Durant la première phase de négociation, conduite sous l'égide de l'organisation de mise en œuvre, plusieurs points de discorde entre les parties ont empêché de parvenir à un accord sur un projet de décision pour examen et adoption par la COP25. Donc là, on n'avait pas de décision, mais le projet de décision avait été transmis avec plusieurs questions controversées. Quand vous êtes habitué aux négociations, même à la CSW, c'est la même chose, et dans les autres conventions. Donc c'est beaucoup de documents, de décisions que les gens examinent. C'est pourquoi les gens passent la nuit dans les négociations et autres, et c'est assidu. Je crois que M. Barry peut en témoigner. Donc on a dit des consultations poursuivies sous l'égide de la présidence de la CDP ont permis d'aboutir à l'adoption du programme de travail renforcé de Lima et son plan d'action. Même si on n'avait pas de décision, au moins le programme de travail a été adopté. Cette décision sur le genre et l'égalité des sexes est considérée par certains observateurs comme une des rares victoires de fond découlant de la... Vous vous rappelez la COP25? Il y avait beaucoup, on disait que c'était un échec, il n'y avait pas d'accord, etc. Le seul accord qu'on pouvait faire valoir, c'était l'accord sur la question de l'égalité des sexes. Donc c'était un peu la victoire de la COP, de cette COP25. Parce que dans sa décision numéro 1, la CDP en salue l'adoption, considérant qu'il favorise l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes dans le cadre du processus de la Convention et encourage les parties à promouvoir la mise en œuvre. Donc c'était ça que, il y a beaucoup d'autres choses, mais je me dis c'était pour l'autonomisation des femmes et tout que du processus de négociation climat. Maintenant, pourquoi? On doit se poser la question de savoir, malgré les décisions qui font force de loi, et là, moi je me dis, c'est mon point de vue, les organisations de la société civile femmes doivent saisir ces opportunités pour alerter et travailler avec l'État, peut-être aider l'État, les ministères qui s'en occupent, surtout le ministère du genre, donc qu'ils soient beaucoup plus sensibles à ces questions. Peut-être qu'il y a un déficit d'information par rapport à cette convention climat. Parce qu'il faut dire, au niveau du ministère de la femme, on ne s'occupe que de la CSW ou bien de la CEDEF. On ne regarde pas les autres conventions. Et que s'il y a défaut de prise en compte du genre, que ce soit
dans notre politique. Donc, il y a un point quand même qu'il faut voir, il faut régler. C'est un problème qu'il faut régler parce qu'il y a tous les éléments au niveau de la convention que l'État a ratifiée. Merci beaucoup. Vertu de la convention dont je parlais tout à l'heure, du protocole de Kyoto et de l'accord de Paris. Donc, vous voyez, c'est CDP, CRP, organes de mise en œuvre. Donc, nombre de femmes et d'hommes. Parce qu'on doit respecter la parité dans les délégations. Donc, vous voyez, nombre de femmes et d'hommes, pourcentage, évolution depuis 2018. Vous voyez, membres des organes constitués en vertu de la convention et du protocole de Kyoto de Paris. Donc, comité d'adaptation, on a 9 femmes sur 7. Donc, au moins là, les femmes sont majoritaires. Le conseil du fonds pour l'adaptation, on a 4 femmes sur 11. Donc, on n'a pas respecté. Parce qu'eux, ils font des rapports pour attirer l'attention. Dans le comité d'examen du respect des dispositions, chambre d'exécution, on a 2 femmes sur 8. Vous voyez. Comité d'examen du respect des dispositions, chambre de la facilitation, on a 3 femmes sur 17. Groupe consultatif d'experts des communications nationales des partis non visés à l'annexe 1 de la Convention, on a 6 femmes sur 12. Donc là, au moins, c'est la parité. Conseil consultatif du CRTC, on a 6 femmes sur 10, donc c'est bon. Groupe de facilitation de la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones, là, on a 1 femme sur 5. Comité de supervision de l'application conjointe, 3 femmes sur 5. SEC, 2 sur 7. GEP, 5 sur 8. CPRC, 7 sur 5. CPF, ça c'est, CPF c'est les finances. CPF, on a 6 sur 13. Donc, on se dit, est-ce que les femmes peuvent influencer là-bas pour les projets qui passent? CFT, on a 6 sur 14. COMEX, on a 6 sur 13. Donc, chef de délégation des partis, vous avez vu, CDP 24. On a eu, pour les délégations, 139 femmes sur 373, pour 373 hommes. Donc, on n'a même pas eu 50%. Donc, on a eu 27%. Donc, pour l'organisme de mise en œuvre et l'organisme scientifique, on a 395 femmes pour 185 hommes. Là, vous voyez. Donc, représentation de délégation des partis, donc des pays. Donc, COP24, on a eu 4239 femmes pour 7064 hommes. Donc, vous voyez, c'est toujours, on n'a pas encore atteint la parité. Donc, les autres aussi, c'est la même chose. Toujours, les femmes, c'est 853, les hommes, c'est 1097. Donc, vous voyez comment, même au niveau des délégations, les gens doivent suivre, respecter la parité. Est-ce qu'il y avait des femmes dans la délégation? Est-ce que la parité était respectée? Laissez-moi s'il vous plaît. Laissez comme ça. Le PSE, qui est le document référentiel de la politique économique du pays, est adossé sur les ODD. Et tout le monde sait que l'ODD 5 aujourd'hui est transversal et nous parlons même de la transversalité de l'ODD 5 par rapport aux 17 autres ODD. Et l'ODD 5, c'est l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Et dans les cibles de l'ODD 5, on parle de l'intégration du genre, la prise en compte du genre dans les différents domaines. Cela nous amène également à une autre interpellation. C'est pourquoi la communication là est importante à plus d'un titre. Le troisième aspect, c'est on confond souvent, ou en tout cas on ne va pas au-delà, entre prise en compte du genre, ce qu'on a donné tout à l'heure dans les présentations, et intégration du genre. Quand on demande l'intégration du genre, c'est à quel niveau? Le ministère de la Femme, et on vous interpelle là-dessus. La prise en compte est insuffisante. L'intégration du genre traverse la lettre de politique sectorielle, la LPSD, qui manifeste votre mission et qui est issue du PSE avec ses différents, avec son pape. Le pape, actuellement, on est sur le pape 2A. Et ce qui est intéressant ici, à ce niveau, c'est qu'au-delà du diagnostic, on l'a montré hier avec votre présentation, comment les questions, toutes ces questions-là qui interpellent,
Parce que le RDC, il est transversal. Et les questions de genre sont des questions transversales. Donc, à ce niveau, au niveau diagnostic, mais au niveau également des objectifs spécifiques, au niveau des stratégies et au niveau des actions à entreprendre, avant même d'aller au programme, dans les lettres de politique sectorielle, comment ces questions sont prises en compte. C'est sur ça qu'on a interpellé et c'est sur ça également qu'on veut vous amener par rapport aux questions de justice climatique. Cette présentation est importante, Madame la coordinatrice, vous êtes experte, aidez-nous tout à l'heure. Parce qu'on va mettre en place le groupe là, il y a des membres du groupe qui sont en train de travailler sur les enjeux, sur les objectifs, sur les stratégies, mais sur le sens de notre organisation, la portée de notre organisation, ce qu'on va mettre ici, après à la fin, et même faire une déclaration pour clôturer tout ceci. Le genre et l'égalité des sexes, le genre qui n'est pas la femme, le genre qui n'est pas non plus le sexe. Avant la parité elle est mécanique, c'est dommage. C'est pourquoi on dit nombre de femmes, nombre d'hommes. Mais la parité n'est pas à but technique. Mais on va l'amener à ce but technique, la parité. Et n'oublions pas qu'il y a des hommes beaucoup plus animés de la conscience féministe que les femmes. Ce n'est pas pour jeter des cailloux, c'est pour attirer l'attention. Nous accueillons Madame Fatou Diouf Dem, légaliste, et qui va aider vraiment à défraîchir toutes ces conventions et notre engagement par rapport à cela. En vous souhaitant bonne pause, parce que vraiment on doit aller à la pause. Je ne voudrais pas être rappelé à l'ordre, mais tout à l'heure à la présentation, on va intégrer tout ceci et avoir vraiment une branche à laquelle s'accrocher. Ce qu'a dit tout à l'heure est pour porter en avant notre projet là sur la justice climatique AAJC